Bonjour à tous, meilleurs vœux aussi à ceux à qui je n'ai pas pu les présenter ce matin. Donc je vais vous présenter les quelques atouts du porc, connus et méconnus. Donc c'est vrai que certains m'ont peut-être déjà entendu présenter la démarche Tout ce qui est bon dans le cochon. Alors je tiens à les rassurer, j'ai un petit peu renouvelé mon diaporama pour pas qu'il y ait de doublons avec ce qui avait été fait précédemment. Alors, le premier atout est très bien connu, c'est le prix. On sait que la viande de porc est en général accessible pour le consommateur à des prix très abordables, mais c'est mieux quand on a des chiffres pour le démontrer. Eh bien, c'est ce qu'a fait France Agrimaire dans son dernier rapport, publié en 2025. Il s'avère que sur la période 2021-2023, la côte de porc, qui est tout en haut du graphique, présente les prix les plus avantageux pour 20 grammes de protéines. Les lardons sont en 5e position, juste devant l'œuf. Donc pour la côte de porc, on était à moins de 50 centimes pour 20 grammes de protéines. Pour l'œuf, on arrive autour de 85 centimes. Ensuite, on peut voir dans le milieu du graphique des galettes de soja qui vont être à plus d'1,60 €. Et tout en bas, le saumon fumé qui est à 3,30 € pour 20 grammes de protéines. Donc le premier atout du porc, bien connu, c'est son prix abordable. Ensuite, le deuxième atout, c'est sa qualité nutritionnelle. On a vu juste précédemment que le porc proposait des protéines à des prix très abordables. Et en plus d'être à des prix très abordables, ces protéines sont de haute qualité nutritionnelle. Elles sont par exemple mieux assimilées par le corps que les protéines végétales. On parle de meilleure biodisponibilité. Et puis, les viandes de porc, mais comme tous les produits d'origine animale, proposent aussi les 9 acides aminés essentiels, c'est-à-dire des acides aminés que le corps humain n'est pas capable de fabriquer et qu'il doit donc ingérer pour satisfaire ses besoins. Et à l'inverse, les protéines végétales manquent souvent d'un ou plusieurs acides aminés essentiels. Le porc contribue donc de façon très avantageuse à tout le métabolisme protéique du corps humain, à savoir le développement musculaire, le renouvellement de la peau, des cheveux, des ongles, la fabrication d'enzymes pour la digestion, la fabrication d'anticorps, on en a besoin en ce moment pour la réponse immunitaire, le transport de l'oxygène pour l'hémoglobine, etc. Là, je vous fais juste un petit panorama très rapide de à quoi ça sert quand même les protéines au corps humain. Et au-delà de produire des protéines de haute qualité nutritionnelle, le porc, mais là aussi c'est assez valable pour les autres viandes, évidemment, apporte des nutriments essentiels qui vont être plus accessibles là aussi que dans les végétaux. Ça peut être le fer, le zinc, l'iode, le sélénium, la vitamine 12, qui sont importantes pour éviter des carences de toutes sortes. Le troisième atout du porc, il est très bien connu aussi, puisque c'est le fameux adage « tout est bon dans le cochon ». Et c'est vrai qu'il y a très peu de gaspillage dans un porc. Beaucoup de parties vont se consommer par l'être humain. Donc tout ce qui est sur cette illustration, c'est un peu le b.a.-ba, la base que tout le monde connaît. Mais il y a d'autres parties qui ne sont pas affichées sur cette illustration, qui sont aussi consommables par l'être humain. On peut penser à la gélatine, par exemple, qui est extraite des os et qui va servir dans des pâtisseries. On peut penser à des morceaux de peau que l'on peut aussi frire et en faire des petites chips croustillantes. Et on peut penser aussi, par exemple, au sang qui va évidemment servir de base à la recette des boudins noirs. Et quand on met tout ça bout à bout, on arrive à un chiffre qui est assez impressionnant où 83% du poids vif d'un porc serait consommable par l'être humain. Alors là, on est dans la fourchette évidemment très haute. Il faut considérer ça comme étant le potentiel, c'est-à-dire en prenant l'hypothèse que tout ce qui est consommable par l'être humain serait valorisé en alimentation humaine. Ce n'est pas forcément le cas aujourd'hui parce qu'on a les entreprises de Laval qui ne font pas forcément ces choix de tout transformer pour de l'alimentation humaine. Il y a d'autres débouchés que l'on verra juste après. Mais en tout cas, ce chiffre est impressionnant et il faut juste, pour avoir des ordres de grandeur, la volaille de chair, on va être autour de 60% du poids vif qui serait consommable et l'agneau autour de 40%. Donc vous voyez quand même que ce chiffre-là c'est le record d'ailleurs des filières animales. Le quatrième atout du porc, c'est qu'il contribue au patrimoine culturel et gastronomique français. Vous voyez sur cette carte les nombreuses spécialités régionales, et encore, elles ne sont pas toutes représentées, puisqu'il y a 450 recettes, plus de 450 recettes de charcuterie en France, et toutes ces spécialités sont évidemment mises à l'honneur lors de différentes festivités, foires ou festivals, qui sont en général plutôt sympathiques. Le cinquième atout, c'est que le porc est un incroyable recycleur de matière. Alors, il a beau être omnivore, le porc se contente aujourd'hui de protéines végétales. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les protéines végétales qu'il va consommer sont à 73% non consommables par l'être humain. On a donc très peu de concurrence
avec l'humain, puisque le porc va quand même pas mal se nourrir de son, de blé, de tourteaux, de drèches, de pulpe de betterave, etc. Donc des matières qui sont non consommables, et là je parle en pourcentage par rapport à des protéines végétales. Et ces protéines végétales vont être avantageusement converties en protéines animales, carnées. 87% des protéines du porc sont consommables par l'humain, ce qui là aussi est un chiffre très important. Alors qu'est-ce que ça donne quand on ramène tous ces pourcentages-là en kilos ? Eh bien, si vous considérez la partie verte du camembert, la partie verte claire du camembert à gauche, là, sur les protéines végétales consommables par l'homme, imaginons que ce soit 1 kilo. J'ai pris ça juste pour faire simple et que le calcul soit rapide. Eh bien, ce kilo de protéines qui seraient consommables par l'humain, donc là en concurrence avec lui pour le coup, le porc va être capable, dans son métabolisme, de les transformer en 1,2 de protéines animales. Donc d'une part, le porc est peu en concurrence avec l'humain par rapport à ce que je vous ai dit sur le premier camembert à gauche. Et en plus, il est d'autant moins en concurrence qu'il est capable de produire plus de protéines consommables par l'humain que ce qu'il n'en a consommé. C'est pour ça qu'on dit que le porc est un producteur net de protéines et il a une efficience autour de 1,2. C'est une moyenne par rapport à un élevage alimenté classiquement naisseur-engraisseur. Le 6e atout du porc, c'est qu'il va produire bien plus que de l'alimentaire. Évidemment, quand on pense porc, on va penser viande, on va penser charcuterie, mais il y a plein d'autres débouchés qu'il faut connaître, parce que si on a des baisses de nos effectifs en France ou dans le monde, peu importe, il y aura des conséquences sur les autres débouchés du porc. Alors les voici, là je vous ai pris des exemples de débouchés non alimentaires en sortie d'abattoir. Alors, le premier débouché va être toute l'alimentation pour les chats et chiens, ce qu'on appelle le pet food. C'est un secteur en forte croissance et il faut savoir que tout ce qui est croquettes et friandises va être quand même avec des fortes proportions d'ingrédients d'origine animale, puisqu'il faut satisfaire les besoins physiologiques de ces animaux-là. Le chat est un carnivore strict, donc son alimentation doit être à base d'ingrédients d'origine animale. Le chien, lui, a une alimentation qui peut se permettre d'être plus variée, mais il faut quand même couvrir ses besoins en protéines animales. Donc le pet food, c'est à peu près 5% du poids vif d'un porc en sortie d'abattoir, ce qui n'est pas négligeable, surtout pour un secteur en pleine croissance. Le deuxième débouché, ça va être l'héparine. Alors je les ai mis pas par ordre croissante ou autre, faut pas le prendre comme ça. Donc l'héparine, c'est un anticoagulant qui est très utilisé dans le monde entier et qui va être 100% produit à base de mucus intestinal porcin. Il n'y a pas aujourd'hui de possibilité de faire de l'héparine de synthèse, donc on a besoin de porc pour faire cette héparine-là. Il faut savoir qu'il y a à peu près besoin d'un porc pour faire une seringue, comme vous voyez là sur l'illustration. Et cette héparine va avoir plusieurs usages. Elle va permettre des prises en charge d'infarctus cardiaque, elle va aussi permettre des prises en charge de certains accidents vasculaires cérébraux, de phlébite quand il y a des membres immobilisés. Donc c'est un médicament qui est très très utilisé mondialement. Le troisième débouché non alimentaire du porc, c'est la gélatine. Je vous ai déjà dit qu'elle servait par exemple pour de la pâtisserie, donc là c'était un usage alimentaire, mais cette gélatine va aussi servir pour des usages non alimentaires. Elle peut servir dans certains cosmétiques et elle peut servir aussi pour des enrobages de médicaments, comme les gélules à avaler que je vous ai illustrées ici. Et le dernier débouché que je voulais signaler, il y en a d'autres, là ce sont des exemples, ça va être les biocarburants pour avions et pour camions qui peuvent être produits à base de graisse de porc en sortie d'abattoir. Alors évidemment, il y a tout un tas de procédés industriels derrière tout ça. Encore d'autres atouts hors alimentaires que je souhaitais vous présenter, cette fois en sortie d'usine d'équarrissage. Alors on pourrait se dire que quand on en est à l'étape de l'usine d'équarrissage, on en est au stade du déchet ultime. Eh bien pas du tout, puisque même les usines d'équarrissage sont capables d'avoir des débouchés avec de la valeur ajoutée. Eh bien on peut avoir donc en sortie d'usine d'équarrissage de la production de matières qui vont servir à de l'engrais organique pour les cultures, ou à de l'énergie par incinération pour les cimenteries. Dans le hors alimentaire, toujours, il ne faut pas oublier que nos porcs produisent évidemment des effluents, et ces effluents, le lisier, le fumier, ne doivent pas être considérés comme des déchets, mais là aussi comme des produits ayant une valeur, puisque à partir de ces effluents d'élevage, on va faire de l'engrais, évidemment, lors de l'épandage des fumiers ou des lisiers. Et on va aussi pouvoir produire de l'énergie par de la méthanisation de ces effluents d'élevage. Autre atout du porc, il a une plutôt faible empreinte carbone.
On voit ici, sur un document qui est publié par l'ADEME, que le port, en 3e à partir du bas, est dans un bilan carbone assez proche dans les ordres de grandeur avec le canard, le lapin et le poulet. On va être entre 4,5 pour le poulet à 8 pour le canard, donc le porc est à 6,7 si j'arrondis. On est à peu près 4 fois inférieur à des émissions de bœuf qui sont en haut du graphique. Et quand on essaie de se rendre compte ce que représente une consommation annuelle de porc par habitant, donc les 31 kilos là, que l'on a en 2024 ou 2025, eh bien c'est inférieur à un aller-retour Paris-Toulouse en voiture thermique. Ça permet de se donner comme ça un repère, ce qui me semble, voilà, personnellement, pas énorme en termes de bilan carbone quand on parle bien de la consommation annuelle de porc. Donc sa faible empreinte carbone et puis aussi son faible usage d'antibiotiques. Alors ça, ce sont des choses qui sont un petit peu plus connues parce que les chiffres se confirment d'année en année. Là, j'ai pris les usages, l'exposition aux antibiotiques entre 2013 et 2023, donc c'est publié par l'ANSES tous les ans. On se rend compte qu'en 2013, tout à gauche du graphique, le porc et la volaille étaient plus tôt dans les fortes expositions aux antibiotiques, au-dessus des chats et chiens qui sont en rose et au-dessus des bovins qui sont en bleu. Et 10 ans après, qu'est-ce qui s'est passé? Le porc et la volaille ont énormément chuté l'exposition aux antibiotiques, comme vous pouvez le voir. Et donc, on se retrouve dans un mouchoir de poche avec les ruminants qui, eux, sont restés très stables parce qu'ils étaient aussi déjà très bas à l'époque. Et par contre, vous voyez que la courbe des chats et chiens est restée exactement la même quand on prend le chiffre 2013-2023. Donc, désormais, les porcs et les volailles sont moins exposés aux antibiotiques que les chats et les chiens. La finalité de ces usages d'antibiotiques en baisse, c'est de baisser l'antibiorésistance. Là, je vous ai pris l'exemple de la résistance aux fluoroquinolones. Les fluoroquinolones, ce sont des antibiotiques qui peuvent être utilisés en médecine vétérinaire, mais alors avec des grosses précautions de diagnostic fait par le vétérinaire, et qui doivent être réservés principalement à un usage humain, parce que ce sont des antibiotiques de dernier recours pour certaines pathologies humaines. Les fluoroquinolones étaient quand même pas mal utilisés à l'époque, quand on regarde 2013. Là, je parle de la résistance, pardon. En tout cas, elles étaient pas mal utilisées dans toutes les espèces animales. Et vous voyez que la résistance a baissé pour toutes les filières qui sont présentées là, bovins, porcs, volailles, équidés et même les chats et chiens. Et le porc, qui est la courbe marron, là, qui était au 10 en 2013, 10%, va se retrouver le plus bas 10 ans plus tard. Donc là, on est quand même sur des résultats qui méritent d'être mis en avant dans les atouts du porc. Enfin, dans les atouts que je souhaitais citer aussi, il faut savoir qu'on est dans une filière en amélioration continue, c'est-à-dire qu'on n'est pas sclérosé, complètement figé. Les choses évoluent, soit par de la réglementation, soit par des démarches privées, soit par des initiatives personnelles. Alors, il y a un référent par élevage désormais au niveau de la biosécurité depuis 2018. Ça fait partie de la réglementation. Donc, on a un référent qui est formé pour protéger son élevage aux pathogènes extérieurs, en l'occurrence la peste porcine africaine, mais pas que. Depuis 2022, il y a aussi un référent bien-être animal dans tous les élevages de porcs français. Et ce référent, là aussi, ça a été l'occasion pour lui de se former, de remettre à jour ses connaissances sur ses pratiques, sur le bien-être animal des porcs, sur son comportement naturel, sur sa perception sensorielle, etc. La castration est optionnelle depuis 2022 et quand elle est réalisée, elle est faite sous anesthésie locale. Et on voit enfin apparaître des nouveaux types de bâtiments qui sont plus lumineux, plus spacieux, j'en ai mis un exemple ici, et qui apportent plus de confort pour l'animal, mais évidemment aussi pour l'éleveur. Donc ça, ce sont des exemples d'amélioration continue, il y en aurait d'autres évidemment à citer. Alors en conclusion, et sans mauvais jeu de mots, on peut dire que nous cochons beaucoup de cases en termes d'atouts, vous l'avez vu, et on peut considérer que c'est loin d'être fini, puisque la filière continue d'évoluer et de s'améliorer en permanence. C'est ce qui est démontré par exemple par la démarche Demain le porc, initiée par Inaport, qui s'est fixé des objectifs pour continuer à avoir une production qui soit compétitive et durable demain. Voilà, je vous remercie pour votre attention.